Aurélien, je suis très heureux de t'accueillir chez toi, tu es à la Chaux-de-Fonds, tu habites ici. Presque. Tu fais partie donc de mes lecteurs. Ça fait 4 ans qu'on se connaît à peu près. 3 ans. 3 ans. 3 ans et demi parce que, 3 ans, c'était en octobre 2015. Le 21 octobre 2015, ton fameux show conférence au Club 44. Ok, c'était la tournée résidence. C'était la tournée résidence. Ouais. D'accord. J'ai des larmes aux yeux qui sont montées au début là. Désolé. Ouais, c'était une show conférence basée un peu plus sur l'émotion que celui-ci qui est basé plus Et du coup, sur l'énergie. C'est pour ça que toutes les émotions sont revenues, quoi. Ouais. Après, tu as lu mes livres. Direct dans la foulée Hit, je suis reparti le soir même avec 2 exemplaires. Et ça a été une prise de conscience incroyable sur ce qu'on pouvait se mettre dans le cornet au quotidien, quoi. Et ça t'intéresse particulièrement parce qu'après, on a discuté ensemble, on a appris à se connaître. Voilà. Ouais. Donc on se revoit régulièrement parce que tu fais partie des métiers de la bouche. Ouais. Hein. Donc tu as 33 ans, donc tu t'appelles Aurélien Benoît. TS, c'est assez rare. Il faut préciser. Et tu es aujourd'hui avec ton épouse Noémie. On va parler de Noémie. Vous êtes gérant en fait de la brasserie de l'Hôtel de Ville. Tout à fait. Ouais. Qui est un des plus beaux restaurants de la Chaux-de-Fonds. Un des plus bels endroits, ouais. Et tu as un parcours remarquable. En fait, je t'ai invité à t'exprimer et à t'entretenir avec moi par rapport à ton chemin de vie. Parce que vraiment, je veux mettre en avant des gens de ta génération qui sont partis de rien. Donc tu n'es pas né dans un environnement avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ouais. Tu es le fils d'une fratrie de 10 enfants. Ouais. Tu es le petit dernier. Avant-dernier. Avant-dernier. Comme je t'ai dit. Ouais. Ok. Ouais. Donc tu es arrivé avec une famille bien remplie, avec un gros écart avec ton premier frère. C'est ça. Ton papa t'as eu un peu sur le tard, il avait 50 ans. Exactement. Et tu as perdu ton papa l'année passée. Ouais. Et en étant dans une famille comme ça, tu étais prédisposé à faire quel type d'études? C'était quoi tes rêves quand tu étais gamin? Écoute, je crois qu'on m'a jamais posé la question réellement et je me l'étais jamais vraiment posée jusqu'à ce qu'on soit obligé de faire son choix d'orientation en 3e, quoi. Ok. Tu étais un bon élève, je suis en 3e? J'étais un très mauvais élève. J'ai fait 3 écoles primaires, 2 collèges. Turbulent? Très turbulent, ouais. Okay. Très turbulent. Pas immature, mais turbulent. Toujours le premier à vouloir faire la connerie, quoi, si tu veux, à vouloir avoir l'attention des autres, faire rire les autres. Et alors, il y a une école où je me suis renvoyé, où là, c'était aussi un peu à cause de mon père, tu vois. Il était venu à une réunion parents-élèves et je lui avais prévenu, je lui ai dit écoute papa, la prof, je me rappelle j'avais 11 ans, la prof écoute papa, elle est vraiment conne, je te garantis, elle est pas facile. Et elle a voulu prendre un exemple, elle dit regardez monsieur Benoît, le cartable de votre fils, par exemple, parmi tout ce que j'ai à lui reprocher, les livres, ils sont mis côté page, pas côté couverture, tu sais, tu dois ranger tes livres dans ton cartable dans un certain sens. Père, il dit mais attends, mais t'as raison fils, elle est vraiment pas bien quoi. Il a pris mon cartable, il l'a retourné sur ses pieds, il m'a pris par la main, il m'a dit viens on s'en va quoi. Lui qui avait une éducation hyper dure avec moi, hyper stricte, il n'acceptait pas que d'autres le soient aussi, et puis sur des petits points de détail comme ça quoi. C'est marrant ce que tu me dis parce que déjà tu es quelqu'un tu as une très belle présentation, tu es toujours nickel. Alors, moi qui te connais, je t'ai toujours vu nickel. Okay. Voilà. C'est particulier au métier de la bouche par rapport à ta présentation. C'est pas forcément particulier au métier de la bouche parce qu'il m'arrive de me rendre dans des établissements où tout le monde n'est pas aussi soigneux de cette apparence-là, mais je pense que ça vient de mon éducation, quoi. De ma maman. Tu n'aimais pas en fait l'ordre, tout ça, mais en fait tu es quelqu'un de très ordonné. Ouais, voilà, j'essaye, ouais, j'essaye en tout cas sur ce que je peux montrer aux autres, sur l'impression que je peux laisser. Et j'ai une maman qui voulait toujours que je sois nickel. Il arrivait qu'elle me change en rentrant de l'école entre midi et 2.
Parce que bagarre à l'école le matin, un bouton qui saute et tout, tu vois. Et du coup, hop, elle me rechangeait et je repartais l'après-midi. Donc c'est quelque chose qui était inculqué. Qui était inculqué très tôt par tes parents. ouais, par mes parents. Et Donc puis, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période d'orientation? et ben là, avec mon papa, on passait énormément de temps dans les bars, dans les restaurants. Et il m'arrivait le lundi matin de repartir à l'école en taxi. Directement, j'avais dormi sur la banquette du bar, de la brasserie ou la dernière brasserie qu'on avait faite le dimanche soir. Et ben hop, mon père avait continué la soirée avec le patron et puis il m'avait un peu oublié et je repartais le lundi matin directement. Ça m'est arrivé plus d'une dizaine de fois de repartir à l'école sans cartable, sans rien. J'arrivais du dernier bar en taxi et donc j'ai grandi dans cet environnement-là. De bar, brasserie, restaurant. Et pourquoi? Parce que ton père les fréquentait? Parce que mon père les fréquentait. Parce que mon père les fréquentait. Il était un peu dans le métier aussi. Il était un peu dans le métier. Il était gérant de cabaret, de discothèque. Et c'était un milieu qui lui plaisait. Et donc, vu qu'on ne finissait jamais un week-end, un dimanche soir à la maison, c'était sa devise. Oui, il allait voir son réseau, sortait. Voilà, ses amis, sortait. ses collègues. Et c'était dans quelle année ça? C'était dans les années 90. Oh oui, 90. Les années 90 jusqu'à, parce que moi il m'est arrivé à 7, 8, 9 ans de partir à l'école en taxi. Donc ouais, c'était ça, dans les années 92 à 2000 quoi. Okay. À 2000 jusqu'à mes 15 ans. Et donc tu as fait le choix d'aller vers les métiers de la restauration parce que l'école, je ne me voyais pas continuer plus que ça, ni dans les études, ni dans des apprentissages plus longs que ce que la restauration me proposait, quoi. Donc du coup, il y avait un lycée hôtelier qui avait une belle renommée dans ma région d'origine, le lycée Albert Bayet à Tours. Tu réfléchissais déjà à que tes études en fait soient capitalisées pour que tu sois opérationnel dès la sortie de tes études, Ouais, pour gagner de l'argent, pour être autonome financièrement? Ouais. Moi j'ai toujours entendu mon père me dire fais le métier que tu veux, n'importe lequel, mais fais un métier où un jour tu peux décider toi, et être patron. Lui avait été patron et s'était octroyé des années sabbatiques comme ça. Et pour lui, c'était une vie agréable, quoi. Alors, je pense qu'il me sentait capable de faire des études, ma mère aussi. Mais après, à un moment donné, il faut être raisonnable. Il faut se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui va le faire vivre plus tard, quoi. Okay. Et comment tu es arrivé, parce que tu as été diplômé, et là, tu as rencontré directement à la rentrée des classes le 3 septembre 2002. Okay. Et je pense que Noémie m'a avoué qu'elle m'avait déjà repéré à la pré-rentrée des classes une semaine avant, tu vois. Noémie, c'est ton épouse. Noémie, c'est ma femme, ouais. Je parle de Noémie parce qu'avec Aurélien, on a pas mal de points communs, notamment de travailler avec nos épouses, qui sont aussi nos fondations, font partie de nos piliers en fait. Donc vous êtes un couple vraiment fusionnel, ouais. Et ça se voit. Elle est très en retrait, un peu comme Valérie qui préfère rester derrière la caméra. Et donc vous vous êtes rencontrés jeunes, alors vous avez quel âge? Mamie avait 15 ans, moi j'allais en avoir 17. Et vous êtes mariés on s'est mariés le 2 août 2014. Ouais, donc le 20 septembre 2002, soit 17 jours après la rentrée des classes. Okay. Je lui faisais ma première demande, tu vois. Okay. Voilà, et puis ça a tout de suite collé, ça s'est tout de suite bien passé. Donc tous les deux, vous avez fait des études alors, ensemble, 4 ans de lycée hôtelier à Albert Bayet, ensemble. Où moi j'étais rentré, d'ailleurs à Albert Bayet, plus pour me diriger vers de la cuisine que finalement le métier de salle. Et à la fin de 2 ans de BEP, c'est poser la question de voilà, tu veux faire salle ou cuisine? Parce que si tu fais cuisine, tu seras plus dans la même classe que Noémie. Par contre, si tu fais salle, vous continuerez ensemble. Okay. Ouais. Et même au début du lycée, avant que notre relation s'officialise réellement avec Noémie, j'avais déjà eu quelques petits problèmes, toi, au lycée. Et donc je me rappellerai toujours, Madame Texero, notre prof principale, une dame qui a été hyper importante pour nous, dans la consolidation de nos carrières et de nos choix. Elle a dit, ok Aurélien, vous voulez rester ensemble, vous êtes très bien ensemble, vous êtes meilleurs ensemble, mais il va falloir toi un petit peu te calmer. Okay. Si tu veux pouvoir faire ces 4 ans de lycée là, tranquille aux côtés de Noémie, il va falloir un peu te calmer. D'accord, parce que tu étais encore un peu agité. J'étais encore un peu agité. Okay. J'avais encore besoin de montrer, je sais pas quoi. Mais ouais, j'étais toujours dans les bons coups, quoi. Donc ça t'a motivé à te... Et là, du coup, ça m'a posé. Ouais, ça m'a posé. Alors, explique-moi comment
en 10 ans, tu es arrivé à être, vous êtes arrivés tous les deux à être gérant de cet établissement. Ben, on est arrivé d'Angleterre, le propriétaire, mon propriétaire cherchait un couple pour des raisons de Vous étiez logement. parti en Angleterre, On était parti en Angleterre tout travailler juste après. après le bac, sans Vous avez connaître trouvé les une résultats. ouverture, une proposition Ouais, de- directement Ok. sur internet, l'hôtellerie-restauration.fr, on tape toutes les annonces. Et là, on trouve un job en Angleterre. On y va. Donc, on se gare sur le parking. On devait être accueilli par un Français, le responsable. Finalement, on est accueilli par un Polonais avec un accent, on ne comprenait rien. Le Français était en congé. Noémie va pour prendre les valises, elle dit bon allez on y va, on va s'installer. Et moi je dis non, tout le monde dans la voiture, attends un peu. Et là on a pris 10 minutes pour souffler, pour se dire bon qu'est-ce qu'on fait, on comprenait rien à ce qu'on nous disait. Enfin, c'était une mission pour se présenter, pour Ouais. déjà dire qui on était, on vient pour le job. Déjà ça, on avait mis 10 minutes à se faire comprendre. Ok. Là, je me suis dit, mais dans quelle misère, dans quelle galère on s'est embarqué. Dès le lendemain matin, ça s'est arrangé parce que notre responsable français est arrivé. Il a dit, bon voilà, je vais vous faire faire. Il nous a fait le tour du propriétaire, Ok. il nous a expliqué la méthode de travail. Et puis ça a duré une année où on s'est formé à la langue, plus qu'à l'apprentissage de la restauration. Vous ne parliez pas anglais là, On ne parlait pas un mot d'anglais. Ouais. On ne parlait rien et le simple fait d'aller poster une lettre à la poste, c'était une mission incroyable. Quoi. Et moi j'ai eu 16 sur 20 au bac pro en anglais. Quoi. Ok. Et je me croyais une machine. Je me dis, ouais, c'est bon, l'Angleterre, easy quoi. Ouais. En fin de compte, non, tu arrives dans un endroit où il faut faire avec les accents, il faut faire avec le vocabulaire qui n'a rien à voir avec ce que tu Puis notre apprends mentalité à aussi, l'école. c'est quand même. Une autre mentalité, ouais, une mentalité où du jour au lendemain, on te regarde plus dans la rue, tu vois, on n'est plus là à te dévisager de la tête aux pieds, on n'est plus là à savoir comment tu es habillé, tu vois, quelle image tu renvoies, mais plutôt à savoir qu'est-ce que tu vaux, quoi. Ok. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, déjà, on me passait assistant maître d'hôtel. Et étant super jeune, tu vois, je me suis dit, mais ils font vachement confiance aux jeunes ici, tu vois. Enfin, Parce que tu l'Angleterre, avais des de manière générale. capacités, tu tombais peut-être Ouais. sur des personnes qui avaient décelé tes capacités. Ouais, dur à la tâche, tu vois. Dur à la tâche, régulier. Tu sais, la régularité, c'est quelque chose qui se perd un peu. Où t'as les mecs qui reviennent de semaine en semaine, de mois en mois, avec toujours la même envie, toujours la même motivation. Parce que y a un amour du métier derrière ça, tu vois. Il y a un amour de. Moi, quand je reçois quelqu'un aujourd'hui à l'hôtel de ville, au restaurant, à la table, j'ai l'impression de recevoir du monde chez moi, tu sais, dans ma salle à manger. Ouais. Alors, Ouais, ça, il y a un côté très chaleureux en fait dans ton restaurant. ouais. Alors, c'est ce que je dis à mes équipes. C'est peut-être pas le cas pour tous les clients qu'on a, mais il y a des clients, peut-être ils ont mis de côté pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour se payer un souper à l'hôtel de ville. Ouais. Et nous, on n'a pas le droit de leur gâcher ce moment-là, tu vois, avec nos problèmes, avec nos histoires. Tu Alors, penses là, que ça, tu es en capacité de mieux le comprendre par rapport à ton enfance? Oui, complètement. Ouais. Parce que tu évolues aujourd'hui dans un univers qui est plutôt, pas dire luxueux, c'est pas des palaces, mais Non, on est non, quand même mais en un Suisse. univers aisé, et, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait venir en Suisse? Pourquoi vous avez quitté l'Angleterre? On a reçu une offre de la part du propriétaire. Et puis du jour au lendemain, on avait fait le tour en Angleterre, la langue était maîtrisée. Et on s'est dit, ouais, ok, j'ai laissé Noémie choisir. Moi, j'avais choisi l'Angleterre, donc c'était à elle de choisir. Ok. Je voulais les États-Unis. Mon rêve, c'était le rêve américain, on en a parlé. Hein. C'était Las Vegas, c'était New York et tout. Et je lui ai dit, bon, ok, c'est à toi, choisis. Elle a choisi la Suisse. Et je crois qu'elle a plutôt bien fait, quoi. Elle a plutôt bien fait. On est arrivé là à la chaux de fond. Je me rappelle le premier coup de fil avec le propriétaire. La première question, c'était, voulez-vous venir travailler dans la plus haute ville d'Europe? Moi, je dis, putain, la plus haute ville d'Europe. Tu sais, j'aimais les sports d'hiver, j'aimais la neige et tout. Je me dis, yes, on y va. Je t'avais parlé que je voulais être musher et tout. Oui. Je dis, waouh, c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. On y va, le GPS me dit vous êtes arrivé à destination. Et puis, on était à 1000 mètres d'altitude. En fait, il avait joué sur les mots. Tu vois, parce que la Chaux-de-Fonds, c'est une ville de plus de 30 000 habitants, du coup. Et en effet, on est la plus haute ville d'Europe, ici, à 1000 mètres d'altitude.
Et voilà, depuis 10 ans, on évolue dans un établissement La super. Chaux-de-Fonds, c'est quand même la capitale de l'horlogerie. Ouais, Peu de personnes le savent à part les gens exactement. du métier. Ouais, Donc aujourd'hui, tu évolues dans cet environnement qui est tout à fait. radicalement différent de Complètement. ton enfance. Complètement, ouais. Ouais, il y a des contrats qui se négocient autour de la table à plusieurs millions, tu vois. Il y a des pièces qui sont présentées dans des valises et tout. C'est des pièces, ouais. Il y a un devoir aussi de confidentialité. Complètement. Par rapport Ouais, complètement. tout ça. Ouais. Tu conseillerais aujourd'hui à des jeunes à aller dans cette voie, encore des métiers de la bouche? Est-ce qu'il y a Des débouchés. des Ouais, débouchés, tout ça? tout à fait. Et Alors est-ce déjà, qu'en- pardon, Excuse-moi. déjà pour le voyage, tu vois, c'est un métier, une fois que tu as appris la langue, tu peux aller travailler partout. Tu peux vraiment travailler aux quatre coins du monde. Alors après, avec des conditions salariales qui ne sont pas toutes équitables, certes, mais en tout cas, tu peux aller à un endroit, être rémunéré et vivre au rythme de la population, au rythme des locaux, et comprendre un petit peu leur mode de vie, leur mode de fonctionnement. Parce qu'à l'étranger, c'est coté, en fait. La France est cotée dans ce métier. Ça, Ouais. c'est un secret pour personne, tu Le vois. service aussi? Oui. Le service, le maître d'hôtel, les majordomes, et même les femmes de chambre. Hein. Dans tous les hôtels du monde, on veut un Français. Ah oui. Le raffinement à la française, on veut quelqu'un. C'est bien de le dire. Tu vois qu'il y a des métiers, il y a des métiers encore aujourd'hui où on peut trouver des débouchés. Ouais. Où on peut, à partir de rien, mais comme ça, comme tu l'as Exactement. fait, monter les échelons. À force de courage, de volonté, ouais, j'ai dû patienter, hein, moi, parce que je suis arrivé dans l'établissement en 2007 et je suis passé responsable qu'en 2014. Donc, tu vois, j'ai quand même dû. Voilà, je suis arrivé comme chef de rang et comme tout le monde, tu vois. Et j'ai dû passer par toutes ces étapes-là, être patient, tu vois. Des Et fois, ça, tu vois, c'est vraiment la récompense au mérite. Tu vois? ouais. Donc, voilà, il y a Ouais, c'est quelqu'un ça. qui est professionnel dans son métier, qui fait les choses de façon consciencieuse, assidue, comme tu le dis. Il y a beaucoup trop d'absentéisme aujourd'hui. Le problème avec Tu as la génération- possibilité comme ça d'évoluer quand même très vite. Ouais. Et le problème que je rencontre avec la génération d'aujourd'hui, avec les plus jeunes, ils veulent tout de suite. Tu sais. Ils sont hyper pressés dans tout. Ils sont hyper pressés tu sais, en amour, ils sont hyper pressés professionnellement. T'as l'impression qu'ils n'ont pas le temps. Calme-toi, t'es pas vieux, t'as le temps, quoi. Et ils veulent tout de suite. Moi, j'ai des jeunes qui sont arrivés à 20 ans. L'année d'après, ils venaient me voir. Aurélien, je peux passer sous-chef, je peux passer. Ils étaient dans la demande. En fait. Ouais, dans la demande, ouais. Toi, tu n'as jamais été dans la demande? T'as toujours, Mais en fait, si tu veux, j'ai un fonctionnement qui est différent. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils viennent me voir, ils me disent écoute Aurélien, si tu me fais confiance, si tu me donnes le poste, tu vas voir de quoi je suis capable de quoi je suis capable. Alors que moi, je fonctionne différemment. D'abord, j'ai dû montrer, d'abord, j'ai dû prouver. Et donc, ensuite de ça, on m'a fait confiance. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est donne-moi le poste et tu vas voir, je vais te montrer. Et c'est fou, quoi. C'est le monde à l'envers, un petit peu. Non, mais vas-y, gros, fais tes preuves, serre le poing dans la poche, parce que des fois, tu sais, t'es obligé de serrer le poing, t'es obligé de serrer les dents, t'es obligé d'entendre des choses qui sont pas toujours agréables, t'es obligé d'être drivé, quoi, tu vois. Et les jeunes, tu les connais particulièrement bien, parce que ça c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi. Le premier c'était voilà, ta réussite professionnelle en partant de rien, dans un métier spécifique qui est dur, qui n'est pas facile, parce qu'il y a des horaires, comme tu m'as dit, où c'est en fait c'est un peu déstructuré. Tu as le service du midi, l'après-midi tu rentres chez toi, et après tu commences le soir et tu finis. Et le soir, là, surtout avec l'heure hivernale, là, tu sais, où tu repars le soir, il fait nuit, quoi. Et donc tu reprends la voiture à 6 heures dans des conditions. Donc c'est pas voilà, mais en tout cas c'est un métier dans lequel il y a des possibilités. Et le second point que je voulais aborder avec toi, c'est j'ai appris notamment hier soir ce que tu faisais par rapport à des jeunes et par rapport à une activité qui est le football. Alors ça peut peut-être faire sourire ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent sur Instagram. Tu sais que j'ai baigné dans ce milieu du football, mon père également, et on a beaucoup de points communs entre mon père Louis et ton père Raymond, on finira l'entretien pour ça. Donc j'avais cette passion du foot, j'ai baigné là-dedans, jusqu'en, je dirais après 98, où il y a eu ce foot business qui est apparu, qui m'a vraiment dégoûté en fait du monde du football. Donc je suis plutôt aujourd'hui réfractaire à ce monde du football. Et toi, tu baignes en plein dedans, quoi. Tu es sélectionneur d'une équipe, donc du canton de Neuchâtel. Pour les sélections. Pour les sélections, tu t'occupes de l'équipe de la Chaux-de-Fonds.
tu vis dans ce milieu du football, tu es passionné, tu as même besoin de passer ton diplôme pour être agent. Tu as découvert un petit peu les dessous de ce métier-là. Tout à fait. Donc j'aimerais qu'on parle de tout ça et j'aimerais qu'on parle de ce que tu fais par rapport à des jeunes. Et on va commencer par deux gamins. Dis-moi qui est Enko et Dieu ma vie. Enoch et Dieu ma vie. Enoch et Dieu ma vie. Dieu ma vie, c'est un jeune que j'ai rencontré en 2010. Il est venu un jour à un entraînement, un truc improbable, avec un copain à lui que j'entraînais. Il s'est présenté, c'était un gamin assez étrange parce qu'il avait 10 ans, 10-11 ans, et il faisait déjà 1m60. C'est une perche quoi. Okay. Il jouait au foot sur le terrain, mais complètement pas coordonné, tu vois. Il courait, mais tu aurais dit une allumette qui allait se casser à n'importe quel moment. Et puis un jour, il jouait avec nous, donc il a fait quelques matchs, quelques entraînements. Puis un jour, mon gardien se blesse, mais on met Dieu ma vie au but. Et tu vois, sur des petits buts à 7, 1m60, adieu quoi. Au bout de 2-3 entraînements. Dieu ma vie, donc c'est son prénom. Ouais, c'est son prénom. Il est de quelle origine? Il est congolais-angolais. Okay. Il est arrivé un jour à l'entraînement et donc je l'ai pris dans l'effectif, dans l'équipe du coup. Et il a prouvé, il a montré des aptitudes incroyables au poste de gardien de but. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus lâché. Depuis ce jour-là, il nous accompagne. 10 ans. Exactement. Depuis ce jour-là, il nous accompagne pas au quotidien, mais presque, dans que ce soit des vacances, dans des week-ends, où j'ai un accompagnement avec lui sur le plan des équipements, de l'alimentation, socio-éducatif, tu vois. Où j'ai un peu un rôle de grand frère, quoi, tu vois, Parce que lui aussi vient d'un milieu défavorisé. Il vient d'un milieu un peu plus difficile où en effet, hein, il est dans une fratrie de 4 enfants, c'est l'aîné, donc tu vois, il doit prendre un petit peu en charge tout le monde. Hein. Moi je me rappelle l'annonce de la naissance de sa petite sœur, la petite dernière, où il m'annonce ça en pleurant, quoi. Tu sais, tu dis mais Dieu ma vie, c'est génial, ta maman elle va avoir un petit. Et le petit il me dit non mais c'est moi qui vais m'en occuper, quoi. Ouais, et là tu prends sa réalité plein dans la tronche, quoi. Et tu dis ok, ouais, donc c'est pas que le grand frère, mais c'est aussi celui qui fait la tournée des écoles pour aller les récupérer, c'est aussi celui qui va faire les courses quand il manque du lait en poudre. Et au final il a une chier de responsabilité du haut de ses 12, 13, 14 ans. Et c'est dur de se dire qu'il a un petit peu une enfance qui est volée, quoi, qui lui est volée, parce qu'il sait pas ce que c'est pour s'amuser, c'est pas ce que c'est jouer, il a toujours des petites responsabilités qui lui sont données, qui viennent entrecouper sa journée là, avec des responsabilités d'adulte, quoi. Et aujourd'hui, tu as Dieu ma vie, c'est pas le seul. Ouais, j'en ai d'autres. Tu as jeunes un groupe en fait j'ai un groupe de jeunes que j'accompagne, que j'aide. Et que tu n'accompagnes pas juste à l'entraînement. Non, tu organises des stages. Tu les prends en vacances chez toi. Ouais. Tu vas leur montrer pour la première fois la mer. Ouais, c'est un rôle maintenant d'éducateur. C'est un rôle qui va au-delà du rôle d'éducateur, quoi. Où j'essaye tout simplement de bien les faire grandir. Alors les faire progresser dans le monde du football, c'était mon premier job, mais maintenant. D'ailleurs, ça réussit parce qu'il y en a pas mal qui jouent aujourd'hui. Ouais, qui sont aux portes de gros clubs, qui sont dans des centres de formation, où j'ai un jeune du haut de ses 16 ans qui joue contre des Ligue 1, tu vois. Donc j'ai en tout cas une belle réussite sportive. Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça d'aller plus loin que juste le rôle de l'entraîneur? Je pense que je pouvais pas avoir qu'une seule facette. Je ne pouvais pas me cantonner à une seule casquette. Tu vois, j'avais tellement de temps aussi de par mon métier, où je suis libre dès 14h et je reprends qu'à 19h, tu vois. Je ne pouvais pas seulement... je suis hyper actif, donc il fallait que je les aide différemment. Et le week-end, voilà, ça m'arrive de les prendre, on part au week-end, à droite, à gauche. J'ai la chance d'avoir une femme qui est super cool avec ça, où elle accepte... pas tout mais presque, tu vois. Mais je lui dis au dernier moment, écoute, ce week-end je prends le petit là, on va faire ça avec. Elle dit oui. Est-ce que les parents sont d'accord avec ça? Est-ce que tu as eu un petit peu
peu Ouais, alors j'ai beaucoup de des parents. aventures Ouais, ouais. avec ta générosité. J'ai des parents avec qui ça se passe très très bien, avec qui je suis perçu comme tu vois, le grand frère et tout, et tout ce que je peux apporter, tout ce que je peux amener, c'est très bien perçu. Et puis dans les familles africaines où je me rappelle une fois d'avoir équipé un jeune de chaussures de foot, de chaussures de salle. Tu sais, en salle, si t'as pas les semelles antidérapantes, les chaussures qui vont bien. Le revêtement est spécial. Le revêtement est spécifique et tu galères quoi. Ouais. Même si le gamin il est bon, s'il vient avec ses baskets traditionnelles, il avance pas. Ouais. Et donc moi j'ai aussi le budget pour les acheter. Voilà, c'est ça. Et nous, ça faisait plusieurs semaines, on quémandait auprès des parents en disant équipez vos enfants. Et à un moment donné, j'ai pris la décision d'aller équiper l'enfant moi directement. Toi, je pensais bien faire. Ouais. Et le soir, le gamin, tout fier, il rentre à la maison et premier truc qu'il fait, il montre il pose des chaussures sur la table, au nez à la barbe de son papa, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais pas fait là? J'avais pris un rôle qui n'était pas le mien. J'avais pris le rôle du père, du souverain, qui est là, qui doit être capable de tout assumer. Et j'ai reçu un appel, mais voilà, pour qui tu te prends, est-ce que si tu veux ma femme, en plus de prendre mon fils, tu vois. Enfin, non, c'était pas du tout. C'était un gros malentendu, mais en fait, c'est leur culture aussi. Gros malentendu avec lequel j'ai dû ramer pendant une année. Ouais, maintenant je comprends. Et lui aussi te comprend. Oui, exactement. Depuis, ça s'est énormément apaisé. C'est un ami à moi maintenant et il voit mon travail et il voit mon investissement d'un autre œil. Ça avait été perçu du mauvais côté, quoi. Peut-être que pour lui j'étais après perçu comme un prétendant, tu vois, alors que c'était pas du tout ça le cas, c'était juste pour mettre bien le petit, quoi. Tu fais part de grande générosité, d'une grande générosité, et quelquefois, on en a parlé hier soir, tu t'es montré en fait trop généreux. Et tu as conscience que ces gamins vivent dans un environnement quotidien qui n'est pas le tien, ils n'ont pas du tout la même vie de confort. Donc aujourd'hui tu es quelquefois un petit peu plus dans la retenue. Tu peux nous expliquer ça? Il m'est arrivé sur les premiers week-ends où on partait avec Noémie et puis des jeunes de partir dans un parc d'attractions, de partir manger au restaurant, mais pas dans un fast-food. On les a emmenés à des belles tables, tu vois, dans des endroits où c'était comme ça, les yeux ouverts pendant 2 heures, quoi. Et en fin de compte, quand je les ramenais chez eux le dimanche soir, il y avait un silence tellement lourd, tellement pesant. Parce que tu les replongeais après dans leur réalité. Ouais, exactement. Ça avait été trop. Ça avait été too much pour eux, je pense. Parce que la différence entre leur quotidien et ce qu'on avait pu faire durant le week-end était telle qu'ils ne voyaient pas de perspective positive à rentrer chez eux. Tandis que maintenant, tu choisis des activités. Et je me suis recentré. Pourraient faire les parents. Exactement. J'ai discuté avec une cliente qui s'occupe de jeunes dans des centres, dans des foyers, et elle m'a dit, écoute, le mieux ce serait de faire des choses qui soient peut-être plus accessibles à leurs parents, qui puissent reproduire en famille. Un simple pique-nique au bord de l'eau, une simple partie de raquettes à la campagne, une balade toute simple dans la nature, ramasser des feuilles, tu vois. On s'est recentré sur ces choses-là parce qu'en fin de compte, c'était des choses plus accessibles pour leur quotidien. Ils y prennent autant de plaisir. Ouais. Et je dirais même qu'au mois de juin, avant les vacances d'été, quand tu posais la question à des gamins qui avaient un environnement familial génial et qui te disaient moi je pars en croisière avec mes parents, moi je vais aux Caraïbes avec mes parents, et les autres gamins dont je m'occupais, avec le même sourire, avec le même smile, ils me disaient mais nous on reste là, on reste au quartier. Donc si tu veux, en les prenant, c'était pas pour leur montrer quelque chose de mieux. Si moi je les prenais, c'était dans le but d'ouvrir un petit peu leur esprit, leur conscience, tu vois, de les éveiller à autre chose, à un autre mode de vie, où on peut s'intéresser à eux. Parce que... Tu les as rendus importants. Je les ai rendus importants et moi il m'est arrivé d'aller les chercher le samedi soir après le boulot pour partir. Un petit attaquant qui avait marqué 3 buts, il était attaquant, il est toujours attaquant. Et il a marqué 3 buts. Et je dis à la maman, t'as vu, il a marqué 3 buts aujourd'hui. Ah mais non, mais il m'a pas dit. Je
lui dis mais attends, mais comment ça il t'a pas dit? C'est surtout toi qui lui as pas demandé. Tu sais que ton fils il est attaquant, qui rentre d'un match de foot le samedi. Le premier truc que tu dois faire quand tu pousses la porte de la maison, c'est le match s'est bien passé. T'as marqué, t'es attaquant, alors t'as marqué. Et tu lui as même pas posé ça. Je lui dis mais tu vois c'est grave. Et moi je les prenais voilà pour leur montrer que ils étaient importants. Ils avaient une valeur intérieure, une valeur personnelle qui était forte. C'était pas seulement le petit qui était là dans la maison, parce que dans certaines familles africaines, je ne veux surtout pas faire de généralité, mais l'enfant il s'élève un petit peu par lui-même, tu vois. Je ne sais pas pour autant qu'il est plus malheureux, mais il s'élève un peu par lui-même. Il est moins couvé aussi. Il est moins couvé. Ouais. Les sociétés plus occidentales. Exactement. On lui demande moins son avis. Où on a tendance un peu à surprotéger les enfants. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un juste milieu. Ouais, il y a un juste milieu. Revenons sur cette passion, contre-passion qui nous anime, et c'est le foot. Donc, j'ai connu tes valeurs. C'est nouveau, ça vient de sortir. Okay. Je vais t'inventer le mot. Pourquoi tu aimes pourquoi tu aimes ce sport? Dis-moi, pourquoi tu es passionné par le football? Qu'est-ce que le football t'apporte? Et qu'est-ce que tu as découvert en amenant justement des jeunes comme ça aux portes des clubs professionnels? Et là, tu t'es rendu compte de la négociation qu'il fallait faire avec des agents et des clubs, etc. Tu es rentré vraiment dans le monde professionnel, tu n'es pas dupe de ça. Non, moi j'ai voulu passer ma licence uniquement pour mes jeunes, pour pouvoir être le meilleur conseiller pour eux. Donc j'ai voulu me renseigner sur quel était ce domaine-là, et c'est pour ça que j'ai passé ma licence. Et donc pour revenir ta licence d'agent. D'agent, exactement. Et pour revenir à ta première question, le foot, comme je pense beaucoup de gamins de ma génération, et aujourd'hui, notre premier sport, c'est un peu notre papa qui nous y emmène, quoi. Donc ton père, Raymond, était président de club. De club de foot. De club de foot amateur. Donc il était très impliqué. Exactement, très impliqué. C'était un fédérateur, c'était quelqu'un qui aimait la communion, qui aimait qu'on se réunisse tous derrière le même projet. Donc il m'a inscrit au foot, je devais avoir 6 ans. Et depuis, j'ai fait toutes mes classes dans le même club, le club où il était président. Et puis très jeune, j'étais dans les sélections, j'étais dans les équipes pareil pour aller au port des centres de formation. Et puis parallèlement à ça, mon père me connaissait bien, il savait que j'étais trop feignant pour percer. Parce qu'en plus de ça, j'étais à un poste de gardien de but où tu sais, les spécifiques gardiens de but, il faut savoir se mettre minable, il faut savoir vraiment bosser dur, des heures. Et c'est plus dur que les autres postes? C'est différent en tout cas. C'est différent, il faut avoir un mental à part, il faut être capable d'assumer certaines responsabilités, parce que l'attaquant qui peut faire des erreurs devant le but n'aura pas les mêmes conséquences qu'un gardien de but. Un gardien de but, sur une séance de frappe par exemple, où tu as 5, 6, 7, 8 attaquants qui sont en file indienne pour aller frapper au but, et ils vont frapper qu'une fois au but. Mais toi tu vas travailler sur chaque ballon. Tu vois, donc tu travailles plus qu'un joueur, je pense. Une erreur, ça peut engendrer de suite un but. Exactement. C'est un poste clé aussi. Ouais, c'est un poste clé. C'est un poste clé, mais voilà, mon père sûrement avait décelé le fait que j'étais peut-être trop feignant pour percer. Alors il a dit, gamin, tu vas passer tes diplômes d'entraîneur. Et très vite, très jeune, à 14 ans, je suis rentré dans un centre pour passer mon premier diplôme. J'étais là qu'avec des adultes, qu'avec des gars qui avaient 2 fois mon âge. Et j'obtenais des diplômes haut la main parce que j'avais baigné dans ce milieu-là depuis tout petit, quoi. Mon père étant président, j'étais tout le temps au stade. Donc je m'entraînais pas tout le temps, donc j'assistais à des séances. Donc des fois j'assistais les entraîneurs qui étaient là, j'allais poser la coupelle, j'écoutais les conseils et tout. Et j'ai adapté le vocabulaire du monde de l'entraîneur, quoi. Donc pour moi c'était fluide, c'était naturel. J'avais des réponses à des questions que j'avais jamais étudié avant, mais pourtant j'avais les réponses parce que j'avais baigné dans ce milieu-là. Et donc tout naturellement j'ai entraîné. Et puis paraît-il que j'avais des aptitudes à être un peu manager, tu vois, leader et tout. Donc ça s'est plutôt bien passé avec mes premières équipes. Et de là j'ai enchaîné. Et donc une fois arrivé en Suisse, je me suis présenté aux portes d'un club amateur. Et puis j'ai pris un groupe que j'ai gardé pendant 5 saisons jusqu'à ce qu'on m'envole les 3 quarts pour aller en sélection. De là je suis allé avec eux en sélection. Et
au jour d'aujourd'hui, ils ont 17-18 ans, quoi. Ok. Est-ce que ton père fait partie de la génération de mon père également? Ils ont connu ce football dans les années 70, donc toi tu es un petit peu jeune, moi j'ai connu ce football-là, où il y avait pas l'argent en fait qui est arrivé dans le foot. Donc on en a parlé, des joueurs comme Georges Carmus, Joseph Monel, Bernard Bosquier, Scoblar, Manusson, enfin l'équipe des années 70 de l'Olympique de Marseille, où il n'y avait pas l'argent en fait, que gagnent les joueurs aujourd'hui. Et l'argent est arrivé dans les années 80 avec le sponsoring, avec les panneaux publicitaires sur le stade de foot. Avant il n'y avait pas ça. Mais je trouve que ça a changé cet univers qui était vraiment fondé sur le jeu, sur le lien social. C'était le sport populaire par excellence. Là, le fait qui est un petit peu pourri, je dirais, les mentalités. Est-ce que toi, puisque tu es un petit peu plus jeune que moi, donc tu as 20 ans de moins, est-ce que tu vois une différence par rapport au football que tu pratiquais dans tes débuts, au niveau de l'ambiance, au niveau des supporters, au niveau des attentes des parents par exemple, par rapport aux gamins? Oui, complètement. Moi, quand j'étais jeune, j'ai très rarement, dans les années 90, j'ai très rarement vécu de débordement de parents, de débordement de spectateurs. Un milieu amateur. Et ça ne m'était jamais arrivé de voir des parents s'emporter contre un arbitre bénévole, souvent qui est aussi papa, parce que voilà, il n'y a pas d'arbitre professionnel chez les jeunes, ou s'emporter contre un entraîneur, ou s'emporter même contre le partenaire d'un gamin, de son gamin, tu vois, tu lui as pas fait la passe, mon gamin il était tout seul, il n'avait plus qu'à la pousser si tu lui avais donné. Et maintenant, c'est des comportements qui sont quotidiens sur les bords des stades, où on est obligé, où on a mis en place ce que je t'ai montré, une affiche au bord des stades, où bonne conduite. Mesdames, messieurs, le code de bonne conduite, l'arbitre est bénévole, c'est un être humain, c'est leur match, ce n'est pas la Coupe du Monde. On est obligé de leur rappeler ces quelques termes-là pour recentrer l'événement, pour recentrer le jeu. Remettre le jeu au centre des intérêts de l'enfant et pas au centre des intérêts du papa. Parce que maintenant, les papas, et ils sont nombreux, ils veulent briller à travers leurs enfants. Ils veulent, c'est mon fils, tu vois, le petit qui a mis 3 buts là, c'est mon fils. Et oui, c'est des comportements qu'on voit maintenant régulièrement au bord des touches, où nous, en tant qu'entraîneurs, on est obligé de faire la police autour des terrains, pour calmer certains parents. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, parce que étant entraîneur, j'ai aussi eu des fois des débordements. Tu parles de l'émotionnel et du rationnel. Et moi-même, en tant qu'entraîneur, il m'est arrivé de m'emporter contre un arbitre, contre un entraîneur adverse, à partir du moment où je sentais que mes gamins étaient lésés, quoi. À partir du moment où je sentais qu'on faisait du tort à mes gamins, que c'était volontaire, pas légitime. Il m'est arrivé de m'emporter aussi, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour ça, mais maintenant, où j'ai un recul plus grand qu'avant, je constate des attitudes au bord des terrains qui sont anormales, quoi. Donc aujourd'hui, je dirais toute cette pression qu'il y a au niveau des jeunes, les jeunes veulent aujourd'hui devenir professionnels. Certes, ça reste un beau jeu, ça reste aujourd'hui un spectacle qui est aujourd'hui le plus suivi quasiment au monde, avec aussi le football américain, etc. Tout ce sport, en fait, s'est fait un peu gangréner par l'argent aujourd'hui. Donc les jeunes gagnent énormément d'argent, ils n'ont pas forcément la tête et les épaules pour gérer ça. Pour supporter ça. Et puis on en a parlé, je t'ai donné mon avis, mais lorsqu'on a un certain succès, lorsqu'on a la parole qui porte, on a certains devoirs qui vont avec. Et je pense que, notamment dans le milieu du football, et dans le sport aussi en général, les joueurs n'ont pas forcément conscience de ça. Ils sont pas prêts, Ils ont des attitudes qui collent peut-être à notre époque. Et les réseaux sociaux de maintenant n'aident pas non plus. Parce qu'on voit les stars du football, Mbappé, les Kimpembe, qui s'affichent quotidiennement sur les réseaux. C'est des gamins qui ont 19-20 ans. Moi, j'ai des gamins qui en ont 17-18, donc ça pourrait être eux d'ici 1 an ou 2. Donc ils s'identifient clairement et ils voient ces gamins-là de 19-20 ans au volant de grosses voitures,
au bras de femmes à la plastique, tu vois, incroyable, faire des vidéos dans des maisons luxueuses. Ouais, c'est une vraie star. T'imagines pas, c'est une starisation. Et les réseaux sociaux n'aident pas du tout parce que les gamins, et les gamins en général, voient ça au quotidien. Et tu vois, c'est mis en vitrine. Alors du coup, eux, ils se projettent encore plus facilement qu'avant. Ou peut-être que des joueurs dont tu parles, ils avaient peut-être le même train de vie, ou peut-être pas, parce qu'il y avait moins d'argent, mais en tout cas, ils ne le montraient pas autant. Non, ils n'avaient pas du tout le même train de vie. Tous les joueurs des années 70, tu vois, avant les années 80, vraiment gagnaient le prix, enfin, le salaire d'un cadre supérieur, tu vois. Et, quelquefois, ils recevaient une voiture, tu vois, c'était vraiment exceptionnel. La voiture gagner, Renault. voilà. Non, mais c'est quelque chose qui reste exceptionnel. Sinon, c'était quoi, tu vois, l'équipement, tu vois, des survêtements, et puis leur reconversion. Généralement, ils étaient représentants chez Adidas, parce qu'Adidas c'était avant Nike, tu vois, Adidas c'était le monopole, donc ils étaient représentants chez Adidas, après jusqu'à la fin de la carrière, mais ils représentaient le respect. Tu vois, c'était des messieurs. Voilà, même s'ils n'avaient pas forcément des gentlemen, c'est vrai. Ouais, des messieurs et des gentlemen. Parlons un peu de Raymond. Je ne sais pas ce que tu veux dévoiler de ta vie privée, mais tu as en fait grandi en fait après à 13 ans en fait tu es allé vivre avec ton père parce que tes parents se sont séparés. Ouais, à 14 ans. 14 ans, donc tu es allé vivre avec ton père et tu l'as accompagné jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, ouais. Et donc il est parti l'année passée. En mars 2017, ouais, on en a rapidement parlé, une maladie auto-immune qui l'a traîné durant 2 ans à l'hôpital, quasiment seul, excepté ma maman qui allait tous les jours. Il faut savoir que mes parents étaient séparés depuis très longtemps. Et du jour au lendemain, où ma maman a appris que mon papa était à l'hôpital, elle s'est investie, elle s'est impliquée incroyablement, elle a fait don de sa personne, et elle y est allée tous les jours de sa présence à l'hôpital. Et donc pour en revenir à mon papa, ouais. Toi tu l'as accompagné jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Ces années d'hôpital, tu les as aussi vécues avec lui. Tout à fait. Ouais. Et tu as fait plusieurs choses assez incroyables dont je voulais parler. Lui était conscient que c'était la fin aussi. Donc, et en fait, avec son capital de vie, quoi, voilà, l'argent qu'il avait, c'était pas de grosses sommes, je ne dirais pas, mais non. Vous avez préparé en fait ses obsèques. Tout à fait. Ça, et tu as demandé en fait les choses qu'il voulait faire avant la fin de sa vie. C'est ça. Exactement, il n'avait plus cette motivation-là de continuer à vivre, il ne voyait plus trop l'intérêt de poursuivre les traitements pour qu'elle vive. Et donc j'ai dû lui redonner un coup de fouet, j'ai dû trouver quelque chose et j'ai vraiment cherché. Et du coup, je lui ai fait faire une liste de 10 choses qu'il voulait absolument faire avant de partir. Et des choses, pour certaines que je lui ai soufflé, mais pour d'autres qu'il m'a sorti et que j'aurais jamais pensé, tu vois, comme préparer ses obsèques. Il m'a dit, voilà, c'était dans le top 3 sur cette liste. Okay. Il voulait absolument savoir dans quelles conditions il allait partir, dans quel cercueil il allait partir, tu vois, jusque-là, quoi. Et donc je me rappelle l'avoir emmené au showroom, et lui qui avait toute sa tête et qui tournait tout en dérision, quoi, tu vois. Il tournait tout en dérision. Je me rappelle... il pose une question à la vendeuse du cercueil, il dit mais le cercueil est hermétique, parce que moi je veux pas me faire bouffer par des asticots et tout, non mais tu sais des questions, mais la fille elle était plus mal à l'aise que lui, quoi. Pourquoi il avait ce rapport-là à la mort? Ça a toujours, en fait, il a eu des problèmes de santé à l'âge de 50 ans, il avait déjà eu des infarctus, il avait des stents, donc très vite, il savait qu'il pouvait partir à n'importe quel moment. Donc pour lui, ça a toujours fait partie de la vie. Ça a toujours été partie intégrante de la vie. Et moi, depuis mon tout jeune âge, depuis très jeune, on m'a toujours préparé à ce qu'il puisse partir à n'importe quel moment. Et même lui, même ma mère, et je l'ai reproché à ma maman, je l'ai reproché à mon papa. En fin de compte, j'ai quand même passé 30 ans avec lui, mais j'ai toujours vécu dans cette peur. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu profiter encore plus de lui, tu vois. Parce que voulu remplir en fait. Ouais, c'était comme un compte à rebours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il fallait faire le maximum de choses. Exactement. J'ai voulu accumuler les souvenirs. J'ai voulu accumuler les choses avec lui
parce que j'avais toujours cette petite phrase de lui ou de ma maman qui disait mais tu sais, ton papa il n'est pas éternel, il peut partir à n'importe quel moment, parce qu'il avait déjà plus de 60 ans quand j'en avais 10, si tu veux. Et donc pour en revenir à cette liste de 10 choses, voilà, il y avait visiter la tombe de ses parents, aller rendre visite à des amis qui tenaient un bar, retourner manger dans le meilleur restaurant dans lequel il avait pu se rendre, et on a fait tout ça, et ça l'a maintenu en vie, ça l'a maintenu en forme, et ça l'a maintenu d'une humeur différente. Il a eu la chance d'écrire sa biographie. Alors ça, on va y venir, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est toi qui l'as proposé. Il a eu une vie carrément assez riche, donc tant par son métier que c'est dans sa vie personnelle, tout ça. Et tu as voulu qu'il écrive en fait sa biographie. Bon, il n'était pas en capacité peut-être d'écrire sa biographie, et en fait tu as choisi un auteur. Je ne savais pas que ça existait en fait, des gens qui se mettent au service en fait d'une personne, qui vont, comme quelqu'un qui écrit une biographie, l'interviewer, passer du temps avec lui. Donc c'est tarifé, c'est tarifé à l'heure, et puis il y a un quota d'heures. Toi, tu as pris un quota assez important, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de choses à dire. On a pu faire plusieurs tomes. Il y a un truc incroyable, vous avez pu la finir, il a pu la lire. Il a pu la lire, j'ai pu lui lire. Et puis il a pu décider aussi de des photos qui ponctueraient chacun de ces chapitres, et donc j'ai tout simplement fait une recherche sur internet en cherchant auteur, autobiographe, biographe dans ma région d'origine, et j'ai trouvé un monsieur, Florent Lidec, un super jeune homme qui venait de finir ses études en littérature. Et qui a directement monté son entreprise. Et il se rendait comme ça chez des personnes âgées, chez des chefs d'entreprise, et il s'entretenait avec eux durant des heures. Il faut savoir qu'une heure d'entretien en tête-à-tête, de questions-réponses, c'est 3 heures de retranscription derrière. Oui, ben on sait ce que c'est. C'est du boulot. Notre métier aussi, tu vois, quand on fait les interviews, quand on fait les retranscriptions, c'est les retranscriptions. Après, il faut retraiter ça. Exactement. Donc c'est un travail quand même. C'est vrai. Et surtout, ce qui était super dans ces rendez-vous-là, qui s'enchaînaient de semaine en semaine, c'est à la fin du rendez-vous, l'écrivain donnait un thème à mon père. Monsieur Benoît, vous réfléchirez pour notre prochain rendez-vous, et vous coucherez sur papier pour notre prochain rendez-vous de 1950 à 1953, ou alors vous me sortirez 3 anecdotes professionnelles marquantes. Et du coup, ça le stimulait mentalement, tu vois. Et je me rappelle qu'il bassinait ma mère quotidiennement. Il fallait qu'elle lui ramène des feutres avec des cahiers, parce que tu sais, il voyait plus très bien, et il écrivait des fois 2 phrases sur une feuille A4, et il tournait la page, parce que tu sais, il voyait plus très bien, alors il écrivait gros en feutre, et des fois en rose, tu sais, rose fluo, il écrivait juste un mot et il tournait la page, et j'ai récupéré ce livre-là, et donc tu as édité aussi un format papier. J'ai édité un format papier, donc j'ai édité un format papier de sa biographie, qui est super, parce que moi, le but c'était que j'apprenne des choses sur lui, et le but c'était que lui laisse une trace surtout. Et quand je lui ai annoncé la réalisation de sa biographie, c'était ça, son plus grand soulagement c'était ça, de laisser une trace, de ne pas partir comme ça, et de ne pas avoir fait tout ce qu'il a fait pour rien. Et c'était ça, je crois, son plus grand soulagement. Et ça va me pousser dans mes retranchements, mais pour la petite histoire, j'ai fini de lui lire le livre le jour de sa mort, quoi. Et le jour de son décès. Et il avait plus toute sa tête, mais il était encore là parce qu'il répondait quand même à mes questions, à des stimuli. Mais voilà, mais il a entendu le dernier paragraphe de son livre qui était un peu la clôture, quoi, et puis le résumé, qu'il n'avait pas eu le temps de finir et qu'il a fini. Et pour moi, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. C'est le truc dont je suis le plus fier, quoi. Tu peux l'être. Ouais, franchement. Tu peux l'être. C'est nos souvenirs sur notre seul patrimoine. Ouais, donc, exactement. C'est en parlant en fait de ceux qui sont plus là. On les fait toujours vivre. Donc on a vu hier, tu m'as montré, on ne pensait pas partir aussi tard. Quand on a quitté quasiment à 1h30, on a regardé les albums photos. C'est des photos papier que tu as sur les albums aussi. Tu as aussi tes photos sur l'iPhone comme tout le monde, des petits albums. Et tu as les coupures de presse aussi. Tu archives beaucoup de souvenirs, je trouve.
Ouais, j'ai des albums photos, c'est incroyable tout ce que j'ai. Et je prends des photos aussi, j'ai besoin d'emmagasiner les souvenirs. Peut-être parce que je suis pas assez dans le moment présent et du coup ça me rassure de me dire tu sais, prends la photo, découpe ça, tu te rappelleras après. Tu vois. Et j'apprends maintenant. Quand on va en week-end avec Noémie ou quand on fait des choses avec mes jeunes, j'apprends à me bloquer un certain nombre de photos, tu sais, dans la journée. Ouais. Plutôt que d'en prendre 30, ben j'en prends peut-être que 2, mais 2 qualités, tu vois. Mais ça, c'est un travail à faire, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Non, mais en plus, tu as un œil. Parce que j'ai vu les photos que tu as prises de moi. J'aime la photo. On voit que tu aimes la photo. Travailler sur les premiers plans, il y a quelque chose qui se dégage aussi de tes photos. Donc, on voit une grande sensibilité, donc une grande générosité. Moi, je suis vraiment fier de ton parcours parce que le peu que je connais de toi et je t'ai appris à te connaître là, en prenant le temps, en restant, voilà, tu vois, le temps qu'il faut pour se voir, dîner ensemble. Vivre dans le temps présent et surtout que tu puisses témoigner de ton parcours de vie, voilà, du don que tu fais de ta personne avec tous ces jeunes-là. Et j'aimerais revenir sur un point au niveau de ces jeunes. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs nationalités dans ton team. Oui, en 2013, quand on a gagné le tournoi Terre des Hommes, Terre des Hommes, c'est une association très connue. Ils organisent tous les ans un tournoi pour financer des fonds, pour générer des fonds, pardon. On a gagné ce tournoi-là en 2013 avec 17 joueurs et 14 nationalités différentes. Alors ça, je crois que c'est aussi une des plus belles victoires qu'on ait pu avoir. J'avais inscrit, c'était en salle, et moi j'avais un groupe de 17 joueurs. En salle, les équipes sont de 5-6 joueurs. Tu vois. Ouais. Donc j'avais inscrit 2 équipes à ce tournoi. Une équipe dans chaque poule. Et chacune de mes 2 équipes ont fini première. Chacune de mes 2 équipes ont gagné leur demi-finale croisée. Et chacune de mes 2 équipes se sont retrouvées en finale. Et donc la finale, c'était 100% mes jeunes. Et donc j'avais mes 17 jeunes qui avaient tous répondu présent ce jour-là. Et dont 14 nationalités différentes. Et je pense qu'on a surclassé les équipes de jeunes. On a surclassé les championnats à cette époque-là. Parce que notre force, c'était ça. C'était ce côté cosmopolite qu'on pouvait avoir. C'était toutes ces nationalités, ces religions qui étaient mélangées au sein d'un même team et qui faisaient une force incroyable. Incroyable. Après, forcément, derrière ça, il y avait un boulot parce que j'ai toujours été pro cohésion, tu sais, pour fédérer. Donc on avait des jeux de cohésion, on avait des jeux collaboratifs, des jeux de solidarité et ça a forgé un groupe qui fait qu'aujourd'hui encore, presque 10 ans plus tard, ils vivent ensemble, mais de manière incroyable. Je peux leur faire confiance, je peux leur laisser les clés d'une salle que je loue le dimanche. Quand on s'est vu dimanche, là, je devais aller à un entraînement avec eux, je leur ai laissé la clé, tu vois, ils sont allés tout seuls. Et puis ça s'est très bien passé. Et parce que ça, pour toi, c'est un vrai pouvoir en fait, d'intégration, d'assimilation. Est-ce que tu penses que la Suisse est un terrain pro-suisse pour ça? On a parlé aussi en Suisse, mais très peu de taux de chômage. Tu connais aujourd'hui la problématique principale en France, ce conflit aujourd'hui entre quelquefois des communautés. Le problème aujourd'hui de cette révolte populaire, on est en plein dans les gilets jaunes. Je ne sais pas où ça va aller. Donc on ne connaît pas ça en Suisse. Est-ce que toi qui es frontalier, puisque tu vis donc en France et tu travailles ici en Suisse, tu perçois ce changement d'attitude, de mentalité, parce que tu fréquentes aussi des joueurs de foot aussi en France, est-ce que tu perçois une différence? Oui, la différence, elle est, si tu veux, sur le fait que ici en Suisse, et les parents, les immigrés, si tu veux, que je connais, qui sont pas nés en Suisse mais qui sont arrivés après, aujourd'hui, tous ceux que je connais, ils travaillent tous, ils sont tous intégrés professionnellement. Et ils sont tous obligés de sortir de cette zone de confort où quand on travaille pas, on reste dans un clan, tu sais. Et aujourd'hui, ils sont tous insérés professionnellement et forcément, ils ont développé un réseau qui est plus large, qui est plus vaste. Et donc forcément, la langue française le français va mieux s'apprendre. Les contacts vont être plus simples. Les opportunités de travail vont s'agrandir.
Donc du coup ça offre des perspectives meilleures pour eux. Alors on en parlait hier, ici c'est vrai qu'il y a du job, il y a du boulot. Pour quelqu'un qui est motivé, pour quelqu'un qui est dur à la tâche, il y a du taf quoi. Donc peut-être que c'est ça la clé, ça aide, c'est clair. Peut-être qu'en France on n'a pas suffisamment de travail pour en donner à tout Ouais, le les monde. problématiques sont différentes. C'est vrai que la France est un pays beaucoup plus grand aussi. La Suisse a toujours un statut un peu différent. Le niveau de vie est très élevé ici, mais les salaires aussi. Quoi. Les salaires, c'est quasiment 3 fois le SMIC ici. Donc c'est un facteur en fait qui est pour moi un peu plus, qui donne un petit peu plus de facilité. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est vraiment remarquable ce que tu fais avec eux. Et vraiment, Écoute, j'essaie. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mon papa, hein, parce que mon parcours professionnel, c'est vrai que c'est lui, si tu veux. Après, ce don que j'ai, enfin cette générosité que j'ai, je pense que ça c'est plus inné de ma maman, qui elle a toujours mis son temps, son service pour les autres aussi, tu vois. Ce côté vraiment le fruit de tes parents. Le fruit de mes parents. Ouais. J'ai eu un discours pour mes parents à mon mariage et c'était ça quoi. Je suis vraiment à la réalisation de deux personnes totalement différentes. Mon père c'était plus la réussite individuelle, professionnelle en tant que manager. Ouais. Et ma maman c'était plus le côté tourné vers les autres, généreux, dynamique, hyperactif quoi. Et je pense que c'est ce combiné des deux qui fait qu'aujourd'hui voilà, j'ai besoin de me sentir utile pour des gamins qui sont là, pour des gamins qui n'ont rien demandé et qui sont là et qu'il faut à tout prix intégrer du mieux possible pour qu'ils puissent réussir leur vie quoi. Est-ce que c'est parce que moi aussi j'ai eu la chance d'être aidé étant jeune, tu vois, ou dans mon quartier l'Arabière, on avait des clubs comme ça, des associations, l'APSER qui est assez connu chez nous. C'est un club qui nous emmenait en vacances, qui nous emmenait au sport d'hiver. Moi, mes premiers sports d'hiver, j'ai dû payer 50 balles quoi. Et c'est ce club-là. Tu es originaire de quelle région? De Touraine en Indre-et-Loire. Plus précisément de Joué-les-Tours, qui est dans la banlieue de Tours. Et j'ai grandi dans une quartier sensible, quoi, une ZEP, enfin, et tout ça au milieu d'une ZUP, quoi, zone urbaine prioritaire. Donc tu vois un peu le contexte, quoi. Et, mais j'ai eu une enfance quand même heureuse, quoi. Tu vois, je pense pas avoir manqué de quoi que ce soit parce que on était heureux avec ce qu'on avait. Mais voilà, en tout cas j'ai besoin de rendre l'appareil et je me rappellerai toujours d'un poème que tu nous avais récité lors du premier hit 1, hit tour, pardon, je fais ma part. Ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais, tu redonnes aux autres. Ouais, je redonne aux autres. Ouais. Ce que moi j'ai pu avoir, je le rends et puis je fais ma part. On a tous un rôle à jouer, c'est ce que je dis à mes jeunes en début de la saison, on a tous un rôle à jouer, on est tous importants et j'aime leur dire que tout est possible. Ouais. J'aime leur dire que tout est possible. Merci mon ami. Merci Gilles. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci.